Bonjour à tous et bienvenue sur la RCS. On se retrouve donc à midi pour le journal dans l'actualité de ce vendredi, l'inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Les enseignements vont démarrer en attendant la livraison complète des chantiers. C'était également l'occasion de récompenser des projets de recherche. 100 millions de francs CFA pour cette année, le double dans les années à venir. C'est un engagement du chef de l'État. Des nouvelles des Lions du Sénégal au Qatar. L'équipe se prépare pour le match de dimanche face à l'Angleterre. Les Lions se sont entraînés hier et dans cette édition, des spécialistes vont analyser ce choc très attendu en huitième de finale. Le Sénégal perd plusieurs milliards par an pour non-respect du règlement de l'UEMOA sur la charge à l'essieu. L'application intégrale est prévue en janvier 2024, mais d'ici là, les défis restent encore énormes. Ce sera le grand format de cette édition. Alors, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio a officiellement ouvert ses portes. L'établissement vient renforcer l'offre de formation au Sénégal avec des filières innovantes. Une cérémonie d'inauguration qui a également été marquée par le geste du parrain. Amadou Mahtar Mbow a offert sa bibliothèque à l'université Aboubakry Kane. La carte universitaire du Sénégal s'agrandit avec la mise en service de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Le pôle intellectuel et scientifique de la nouvelle ville se renforce ainsi, contribuant à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive. Ce nouvel établissement universitaire, futuriste dans sa conception et sa réalisation, est doté entre autres de commodités de différents réceptacles pédagogiques, de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Nous élargissons ainsi la carte de l'enseignement supérieur du Sénégal en offrant à nos étudiants, à nos jeunes bacheliers, de nouvelles possibilités d'accueil et d'éclosion de leurs talents. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez mis la barre très haut en dotant l'établissement d'infrastructures dignes des meilleures universités d'Afrique et du monde. Ces bâtiments visités répondent parfaitement aux normes pédagogiques en termes de qualité, de sonorisation, de confort visuel et thermique, de sécurité pour des conditions optimales de formation, d'études et de recherche. Je souhaite réaffirmer avec force, ici et maintenant, que toute la communauté de l'IAM vous dit à l'unisson « Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République ». L'université porte le nom du patriarche Amadou Mahtar Mbow, un parrain dont le parcours prestigieux force le respect. Avec le patriarche Amadou Mahtar Mbow, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain. Ce grand et bel édifice renforce le maillage universitaire de notre pays et consolide ainsi l'infrastructure de qualité que vous ambitionnez pour notre pays. Tous ses proches vous remercient très sincèrement pour cette marque de reconnaissance et cet honneur fait à notre parent envers qui vous avez toujours manifesté un grand respect et une filiale affection. Je salue avec respect et affection le doyen Amadou Mahtar Mbow et lui exprime toute notre gratitude pour avoir cédé sa riche bibliothèque à l'université qui porte son nom. Merci beaucoup, c'est un grand geste. C'est tout un symbole de transmission du savoir. Mais au-delà des infrastructures, de leur commodité et des enseignements, la pérennité et la réputation de l'UAM dépendront surtout de la qualité des hommes et femmes qui la fréquentent. Vous avez donc, chères étudiantes et chers étudiants, un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité. Donc il faut continuer à étudier pour faire partie de l'élite qui doit assurer l'émergence du Sénégal. Monsieur le Président de la République, toute la communauté estudiantine de l'UAM vous dit
merci du fond du cœur. Et au-delà, c'est toute la jeunesse sénégalaise et africaine qui vous exprime sa gratitude, sa reconnaissance, son profond respect. Les quelques installations sommaires de Diamniadio d'il y a une dizaine d'années cèdent aujourd'hui la place à des infrastructures structurantes, fruit d'un travail acharné et de la volonté constante du président Macky Sall d'en faire le symbole de l'émergence. À la fin, seul le travail paye. Être étudiant donc n'est pas un statut permanent, comme disent certains l'Albasan. Mais c'est un passage éphémère de la vie qui doit ouvrir la voie à d'autres perspectives. Surtout que vous êtes la relève pour demain. Que vous mesuriez l'honneur qui vous est fait d'avoir comme parrain le patriarche Amadou Mokhtar Mbow. Que chacun de vous aille consulter le CV du parrain et méditer sur son riche parcours pour en faire une source d'inspiration et de résilience dans la quête de l'excellence, surtout qu'il vous a offert sa bibliothèque. Plus qu'une formation, un avenir à construire. La devise de l'UAM conforte ainsi l'ambition du président Macky Sall pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration, la remise du prix Macky Sall pour la recherche. 100 millions de francs CFA pour financer 3 programmes de recherche et le président Macky Sall a justement promis de doubler cette somme pour les prochaines éditions au Marnig. Le prix qui récompense 3 programmes thématiques de recherche traduit l'engagement du président Macky Sall dans la promotion de la science et de la technique, au grand bonheur du CAMES. Excellence, votre leadership impacte positivement la politique d'harmonisation de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche de notre institution commune, comme voulu par ses pères fondateurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le prix Macky Sall pour la recherche, à la faveur duquel nous nous réunissons ce jour, vous démontrez une fois encore votre vision panafricaniste et par la même occasion, honorer toute la communauté universitaire et scientifique des États membres du CAMES en offrant au CAMES une opportunité de réaliser sa mission à travers ce programme thématique de recherche. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président a généreusement doté le CAMES d'un fonds Macky Sall pour la recherche, d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, placé dans un compte bloqué qui génère chaque année 54 millions de francs CFA d'intérêts créditeurs qui servent à financer le prix Macky Sall pour la recherche pour permettre aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs de notre espace affiliés au programme thématique de recherche du CAMES de travailler en réseau multi-pays pour répondre durablement aux problèmes qui se posent à nos États membres. 3 distinctions à 3 lauréats. Il s'agit du groupe thématique de recherche de l'Université de Bamako, dirigé par Rokia Sanogo, récompensé à hauteur de 60 millions de francs pour le travail sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine. Le deuxième prix, 25 millions, revient au PETER de l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan, dirigé par Koulibaly Aoua Sougou. Ils ont travaillé sur la gouvernance et le développement. Le troisième prix, 15 millions, a été décerné au groupe de recherche Langue, Société, Culture et Civilisation sous la direction de Aimé Daniel Lezou Kofi. Au total, 100 millions de francs CFA que le président Macky Sall entend doubler en augmentant le fonds de dotation. Pour la présente édition, vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire Général, ce prix est doté d'un montant de 100 millions de francs pour 3 projets innovants qui ont été primés.
Le fonds de dotation était de 1 milliard que vous avez fait placer et bloquer dans un compte et qui génère 54 ou 52 millions par an. Ce qui fait que le prix, vous le donnez tous les 2 ans. Alors moi, j'aimerais que vous le donniez tous les ans. Ce qui induit que je puisse doubler le montant du prix et de passer à 2 milliards. Voilà. Cela, monsieur le secrétaire général, le nouveau secrétaire général du CAMES, vous permettra tous les ans d'organiser le prix et de voir le travail de nos chercheurs sur l'ensemble de votre espace CAMES. J'instruis le professeur Moussa Baldé, en relation avec le Premier ministre, à prendre les dispositions pour que cet argent soit versé avant le mois d'avril. En plus des lauréats du prix Macky Sall, le trophée de la lauréate de ma thèse en 180 secondes a été remis au docteur Manesek. Elle empoche 10 millions de francs CFA. Un autre temps fort de cette cérémonie, la décoration remise au docteur Cheikh Oumar Anne. L'Ordre international des palmes du CAMES lui a été remis par le président de la République, Macky Sall. Et enseignants et étudiants ont fortement salué l'initiative. Ils fondent beaucoup d'espoir sur l'avenir de l'université UAM. Et voici à présent quelques réactions recueillies par Seydina Alunfal pour la RTS. Tout au début, ce projet, vous savez, a été démarré en 2015 et que par la suite, il y a eu un arrêt de travaux. Et ce n'est qu'en 2020 que le président a instruit Mme Diouf, le bureau d'architecture, pour qu'elle reprenne ce projet et accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que ce projet était piloté par la direction technique de la DMCS et que depuis lors, nous avons signé le contrat avec l'entreprise Souma qui a fait le stade du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons démarré une première phase parce que cette université, vous savez, à terme, était constituée de 22 bâtiments avec des amphithéâtres et des salles de cours, des salles de TD. Mais le président a voulu quand même faire démarrer aussi la phase 1 de l'université Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack. Donc il a fallu quand même faire une première phase ici et terminer la phase 1 de Kaolack. Et c'est à partir de ce moment que nous avons pris en charge ce projet et nous l'avons fait avec l'entreprise Souma. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Tous les bâtiments qui étaient à la charge de Souma sont terminés et équipés parce que le matériel pédagogique est déjà en place. Donc c'est une université aujourd'hui qui est prête à fonctionner. Beaucoup d'émotions, en même temps un sentiment de fierté que le Sénégal puisse vraiment réaliser une université d'une telle importance qui est parlée partout. Moi j'étais en mission en Belgique, je suis revenu hier et partout on parle de cette grande université-là que le Sénégal a mis en place, une université d'excellence qui a en tout cas vocation pour accueillir des étudiants de très grande qualité pour pouvoir former les futurs cadres de ce pays-là. Donc c'est un sentiment de fierté, comme je le disais, et beaucoup aussi de pression, parce que quand on vous délivre un joyau de ce type, ça vous met la pression, ça vous demande donc beaucoup de travail derrière, non seulement pour la gestion des infrastructures, mais après pour la qualité des enseignements qu'on va y mettre, parce que tout le monde va nous regarder, nous observer, on espère être à la hauteur et je n'ai aucune crainte là-dessus, parce que nous avons un personnel de qualité. Tout d'abord, nous sommes très heureux d'être à l'inauguration de cette université, de participer dans l'histoire du Sénégal. Cette université est une université jeune avec des étudiants qui sont jeunes, qui offrent beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités à ces étudiants dans l'avenir, parce que nous avons dans cette université 5 écoles et chaque école offre des formations pour les métiers d'avenir. Il ne faut pas oublier que la suivi ou bien le maintien va dépendre des étudiants de l'université Amadou Mahtar Mbow. J'en fais appel à mes camarades pour qu'ils puissent en fait adopter le comportement d'éco-responsabilité afin de pouvoir préserver cette université pour les générations futures. Réaction également à Tambacounda. Les acteurs de l'enseignement supérieur vont d'ailleurs entamer la réflexion sur les filières à enseigner au niveau de la future université du Sénégal oriental. Regardez. On ne peut qu'apprécier cette implantation. Donc, ça aura un impact positif pour la population,
pour nous enseignants comme nous sommes, mais surtout aussi pour les parents d'élèves. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'enfants de Tambacounda abandonnent les études à cause des problèmes de tuteurs à Dakar. Que ça soit Dakar, Diourbel, Thiès, j'en passe. Maintenant, si nous parvenons à avoir cette université à Tambacounda, donc ça aura un impact positif pour les enfants de Tambacounda. Besoin de formation pour ces enfants-là. Je pense que l'université à Tambacounda va régler d'abord la question des abandons. Certains enfants qui vont à Dakar ont des difficultés. À un certain moment, ils sont obligés d'abandonner leurs études. Mais s'ils sont ici à Tamba, ils pourront continuer leurs études parce qu'ils sont à côté de leurs parents. Certains peut-être sont peut-être dans les régions ou bien dans certains départements, mais ce n'est pas loin. Là, vraiment, ça va permettre à ces enfants-là vraiment d'aborder facilement les études et vraiment d'exceller, n'est-ce pas, par rapport aux filières qu'ils vont emprunter. Dans la mesure où ces enseignants préfèrent aller au nord, effectivement, pour s'auto-former, pour s'insérer dans les filières d'enseignement supérieur, à l'université, etc. Mais aujourd'hui, si on a une université à Tambacounda, madame, je pense que ce serait une très bonne chose pour maintenir les enfants, les enseignants sur place et aussi améliorer, n'est-ce pas, le développement de l'éducation et de la formation dans l'académie. Il serait souhaitable, par exemple, n'est-ce pas, pourquoi nous de ne pas ouvrir les filières mines ou géologie, quelque chose comme ça. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, nous sommes preneurs de toutes les filières. Ouais, l'université vraiment doit avoir, n'est-ce pas, ce rôle fédérateur. Et vraiment que tous les étudiants de la sous-région seront les bienvenus à Tambacounda pour se former. L'université, je pense, est un atout géopolitique et géostratégique. Donc vraiment, toute la sous-région, Mali, pourquoi pas, Mauritanie, Sénégal, et Fenen. Et au-delà de ça, l'université a, par exemple, un atout économique, sociétal, tout ça. Il y a eu un conseil présidentiel qui aussi a validé et énuméré les tenants et les aboutissants de cette université du Sénégal oriental. Que le président de la République parle de cette université en prenant la décision ferme de donner des instructions au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ça nous rassure. Ça nous rassure et nous prenons acte et demandons véritablement à ce que cela soit détonateur et que cela puisse aller dans le sens véritablement de la réalisation de ce vœu des populations de Tambacounda longtemps revendiqué. Nous sommes confrontés à un problème de spécialistes dans le domaine de la santé, donc il faut une affaire de santé. Nous sommes confrontés à un problème de fixation de nos enseignants parce que la plupart d'entre eux repartent pour des besoins de formation. Nous estimons aussi qu'il faut des UFR allant dans le sens de permettre à chacun de développer ses connaissances. Pour aujourd'hui recruter un recteur, recruter des enseignants et voir où implanter entre Bakel, Kédougou et Tambacounda, où implanter ces 4 UFR-là. Ce qui veut dire l'UFR sur les métiers des mines est déjà bien positionné à Kédougou, comme ça doit travailler en partenariat avec l'ICEP. Il faut aller plus vite et pour porter déjà des échéances. L'année prochaine, c'est possible. Si cette année, ils pensent que c'est trop tard, mais l'année prochaine, l'Université du Sénégal oriental peut vraiment ouvrir ses portes. Et puis l'actualité de ce vendredi nous emmène à présent à Doha. L'équipe du Sénégal, comme vous le savez, joue ce dimanche un match en 8e de finale contre l'Angleterre. Et nos envoyés spéciaux suivent au quotidien les séances d'entraînement des Lions du Sénégal. Ousmane Sissé, Pape Faye avec Ibrahim Abou. Et on est toujours prêt. Le 8e de finale face à l'Angleterre, au centre de toutes les discussions et des questions des journalistes. Une affiche qui fait saliver. Est-ce qu'on est prêt pour ce match? Faut juste regarder l'affiche. C'est une belle affiche. Il faut juste croire en nous. C'est le plus important, c'est de croire en nous. On sait très bien que c'est une équipe pas facile à jouer. Donc on a toutes nos chances aussi. Donc à nous de faire le maximum. Et après, on verra. Nous avons préparé le match comme nous avons préparé les matchs. On prépare ce match comme on l'a fait dans les rencontres précédentes. On prie pour une issue heureuse. Ce groupe est une famille. On travaille pour aller de l'avant. Nous croyons à notre équipe, quel que soit l'adversaire. Les Français pensent que l'Angleterre nous battra. Nous connaissons nos forces et notre potentiel. Nous jouerons ce match pour le gagner. Donc, nous allons pour gagner le match, Inch'Allah. Beaucoup d'envoyés spéciaux de la presse anglaise ont assisté à la séance d'entraînement des Lions, à la quête
d'infos utiles sur l'équipe du Sénégal. Et puis en grand frère, El Hadji Ousseynou Diouf accompagne les joueurs. L'ancien international sénégalais est très optimiste pour la suite de la compétition. Voyons maintenant ce qu'il pense du match de dimanche prochain face à l'Angleterre. Pour moi, c'est un match historique qu'on mettra dans les annales du football sénégalais comme le match Sénégal-France. Ça me rappelle le match Sénégal-France. Déjà, parce que pour eux, ils l'ont déjà gagné avant de le jouer. 2, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous. Et 3, je sens qu'ils vont être très déçus après le match. Et tout ça ne dépendra que de nos joueurs. Je ne me fais pas de soucis à la place de Edouard Mendy, ni Koulibaly, ni Abdou Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, même Ismaïla Sarr qui joue en Championship, et je l'ai dit aux Anglais, Ismaïla Sarr qui joue au Championship, aujourd'hui, c'est un niveau de Première Ligue. Et il le montre chaque match. Mais en Angleterre, des fois, les choses sont bizarres. On s'attend à un match très difficile, un match historique, et on se doit de le gagner pour faire plaisir au peuple sénégalais, au peuple africain et aux amoureux du football, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique ni les Sénégalais qui soutiennent cette équipe du Sénégal, c'est les amoureux du football aussi. Il y a les amoureux du football aussi qui supportent cette équipe. Et nous sommes pratiquement passés par toutes les émotions dans cette compétition, mais les Lions ont su relever la pente d'attente. On se souvient tous de la défaite du premier match, une grosse déception pour tout le monde. Et le chef de l'État s'était rendu auprès des joueurs dans les vestiaires pour justement leur remonter le moral. Et Pape Birambi Ndiaye a évalué le premier tour de cette compétition. Al Toumama Stadium de Doha, lundi 21 novembre 2022. L'avant-match est stressant. La première dame fait son apparition en zone VIP. Le président Macky Sall n'est pas loin, il est juste à côté et jette un coup d'œil à sa montre. Le compte à rebours est lancé. La main sur le cœur, Macky Sall chante l'hymne national, la minute sacrée qui précède le coup d'envoi du match. Le match inaugural des Lions dans cette Coupe du Monde, Qatar 2022. Et dans les tribunes, ça hérite parfois. À la loge présidentielle, difficile de se retenir face aux occasions ratées. Ici, on vit le match à fond. La première dame descend en tribune aux côtés du supporter sénégalais pour pousser les Lions. À la mi-temps, c'est 0-0. À la fin du match, dans les vestiaires, c'est la grosse déception. Les joueurs sont abattus, puis arrive le moment où tous vont relever la tête. Séquence mémorable d'un chef d'État qui s'invite dans l'intimité des vestiaires des Lions. Le président Macky Sall galvanise les joueurs, des joueurs qui ont le moral dans les chaussettes à cet instant précis. Et dans la tête du président, il faut réarmer les troupes pour construire les prochaines victoires. Il arrive à retrouver les mots justes pour chacun et prend le temps qu'il faut, notamment avec Aliou Cissé, le sélectionneur national, et le tactico. Forte séquence dans le soir de défaite, le déclic, la prise de conscience d'une attente exceptionnelle d'un peuple qui croit en son équipe. 25 novembre, deuxième match de Coupe du Monde, Sénégal-Qatar, le réveil du Lion.
Sénégal se relance et revient dans le game. Victoire 3-1 devant le pays organisateur. Et quand arrive le moment de jouer le dernier match de poule, les Lions sont dos au mur. Pas de calcul, ni d'alternative. Il faut gagner. Les occasions se multiplient. Le Sénégal pousse, l'Équateur craque. Penalty. Penalty transformé par Ismaïla Sarr. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, sursaut d'orgueil des Équatoriens qui égalisent. Joie de courte durée. 2 minutes après, sensation au stade Al Toumama de Doha. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, envoie le Sénégal en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est son premier but en sélection. Un but qui entre dans l'histoire. Prochaine sortie des Lions, ce sera ce dimanche face à l'Angleterre, 8e de finale de Coupe du Monde. Dans le reste de l'actualité, Dakar abrite la première réunion du Global Perspective Initiative en Afrique. Les travaux vont en grande partie porter sur la transition énergétique, d'autant que le Sénégal s'apprête à entamer l'exploitation du pétrole et du gaz. Cher Bambegay pour les détails. Des camions en surcharge et des dizaines de milliards d'investissements perdus. 39 milliards de francs CFA pour le Mali en 2011. 30 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso en 2008 et 60 milliards pour le Sénégal en 2013. L'impact de la surcharge sur la route, c'est du type exponentiel. Donc une petite surcharge peut causer beaucoup de dommages à la route et réduire la durée de vie de la chaussée. Par exemple, on l'avait dit, un camion surchargé impacte la route comme ça devrait être 18 camions normalement surchargés. Et si un camion est en surcharge, c'est comme 500 000 à 1 million de véhicules légers qui est surchargé. Parce qu'en temps normal, un camion lourd qui dégrade est équivalent à un véhicule entre 50 et 100 000. Maintenant, s'il est en surcharge, c'est entre 500 000 et 1 million. Donc voilà en fait l'impact. C'est pour ça que les pays perdent beaucoup de moyens financiers. L'UEMOA sévit à travers le règlement 14 adopté en 2005. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a investi 10 milliards de francs CFA dans la construction de stations de pesage dans ces pays membres. Les résultats sont visibles, mais pas encore suffisants. Et le dernier conseil des ministres de octobre 2022 aussi a voulu aller vers l'application intégrale du règlement 14 en janvier 2024. Donc ça montre l'engagement vraiment des États à aller vers la préservation des infrastructures. Aujourd'hui également, tous les ports sont dotés des équipements de pèse essieux. Les corridors, on a eu un bon maillage des réseaux en station de pesage. Il faut arriver à la tolérance zéro, comme on le dit, zéro surcharge. On est à 15%, mais nous voulons arriver à la tolérance zéro. Donc il y a des sensibilisations qui se font pour arriver à éradiquer la surcharge. Avant le règlement 14, il y avait beaucoup de surcharge. Il y avait même l'extrême surcharge. Les camions qui étaient chargés à plus de 40% de la charge autorisée. C'est ça que nous appelons l'extrême surcharge. Mais déjà en 2017-2018, avec les efforts de la Commission des États, on est arrivé à éradiquer l'extrême surcharge. Aujourd'hui, l'extrême surcharge est totalement éradiquée. C'est pour ça que la durée de vie des infrastructures a commencé à s'améliorer. Les amendes restent de mise pour préserver les infrastructures routières, de même que la sensibilisation. Des infrastructures de qualité vont de pair avec une bonne planification. C'est un autre défi que l'UEMOA veut relever à travers le SDR, schéma de développement de l'espace régional. Il n'y a que 3 États qui disposent de leur schéma national d'aménagement du territoire. Les autres États également sont en train de faire des efforts pour également élaborer leurs documents de planification parce que
normalement, tous les investissements, que ce soit nationaux ou bien transfrontaliers, doivent donc s'insérer dans un document de planification pour garantir la cohérence globale. Donc, les autres États sont en train vraiment de faire les bouchées doubles pour être au même niveau que les 3 pays de l'UEMOA qui en disposent déjà, dont le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso. Le Sénégal a adopté son schéma d'aménagement du territoire en phase avec le SDR de l'Union. Et ce qui est essentiel, ils sont parvenus quand même à faire de ce schéma national d'aménagement du territoire un document de planification stratégique. Aujourd'hui, tout investissement, tout aménagement est cohérent avec le schéma national d'aménagement du territoire. Et c'est l'objectif recherché. Il en est de même également pour le schéma de développement de l'espace régional où vraiment toutes les actions de développement, des projets intégrateurs doivent donc s'inscrire dans ce document de planification communautaire. Aménagement du territoire, lutte contre la surcharge, des priorités parmi tant d'autres du CAP 2025 de l'UEMOA, le cadre d'action prioritaire largement partagé avec une quarantaine de journalistes de tous les pays de l'espace à Ouagadougou. C'était plutôt le grand format économique de cette édition sur la charge à l'essieu. Aram Ndao a rappelé que le non-respect des normes établies engendre des pertes financières énormes, plusieurs milliards de francs CFA pour le Sénégal. L'ARMP a rendu public son rapport d'audit 2020-2021. Les dysfonctionnements persistent, mais le document révèle aussi que la transparence est tout de même respectée dans les marchés publics. Kaltoum Gueye, explication. Une performance satisfaisante. C'est la conclusion qui ressort des rapports d'audit 2020-2021 de l'Agence de régulation des marchés publics. Il faut retenir qu'au Sénégal, on passe à peu près 30 000 marchés par an. Les 30 000 marchés que nous passons consomment un budget autour de 2500 à 2600 milliards. Et sur ce budget de la commande publique, on peut retenir aussi que 67% est financé sur le budget national. Et que sur le budget national, il est retenu que seules les entreprises nationales ou communautaires peuvent soumissionner. Il faut également rappeler que les marchés de travaux représentent à peu près 85% du budget de la commande publique. Et que les appels d'offres représentent près de 82 à 85% des marchés. Avec le nouveau code des marchés, des avancées ont été notées dans le dispositif de passation, mais des dysfonctionnements persistent. Les audits ont permis de se rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements qui persistent encore et que les autorités contractantes doivent faire l'effort de respecter en tout point les dispositions du Code des marchés publics. Cela va de soi parce que les économies à réaliser dans les marchés publics se trouvent réellement dans la transparence. Les recommandations, encore une fois, il faut que toutes les autorités contractantes jouent le jeu correctement. Une innovation cette année, des distinctions. Les champions de la commande publique honorés, l'Agence de développement municipal et l'Agence des travaux et de gestion des routes sortent du lot. C'est encore une responsabilité supplémentaire parce qu'on ne doit plus descendre de cette notation. On va engager encore une fois tous les membres de la commission de marché de l'ADM. Donc ça, quand même, c'est un satisfecit qui a été décerné, mais également un engagement qu'on lance à Ageroute de poursuivre dans cet effort-là de transparence dans la gestion publique. Parce que nous manions l'argent public, nous manions des deniers publics, nous sommes dans les principes de redevabilité et de transparence dans la gestion de tous les jours que nous menons. À travers ce rapport annuel, l'Agence de régulation des marchés publics veut améliorer les mécanismes des passations, mais aussi instaurer la transparence dans le processus des marchés publics. Interrogation, comment prévenir le surendettement et les impayés? L'Observatoire de la qualité des services financiers sensibilise sur la question. Adam Silla.
Cette session de sensibilisation organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers a réuni des associations de consommateurs, des syndicats d'enseignants, des institutions financières et autres. L'objectif est d'échanger sur la prévention du surendettement et des impayés. On souhaiterait que les associations de consommateurs soient nos relais auprès des populations pour faire du coaching financier dans la gestion des budgets des ménages. Donc, cet atelier qui s'adresse particulièrement à ces relais est à amplifier au niveau de la base, au niveau des populations, par des rassemblements publics d'information. Cette rencontre a pour but de développer une éducation financière auprès des populations à travers le relais sur les causes du surendettement, son impact négatif, la stratégie et le comportement responsable à adopter pour ne pas tomber dans cette spirale. Le message fort qu'on donne aux consuméristes, c'est de pouvoir vraiment se focaliser sur les dépenses essentielles et éviter l'accessoire. Je donne un exemple, vous voyez, moins on est riche, plus on dépense de l'argent sur des choses qui ne sont pas soutenables à long terme. Et notamment, nous organisons des cérémonies qui nous coûtent excessivement cher. Et vous voyez, le lendemain, on se retrouve presque complètement démunis du fait des dépenses exagérées. Il faut que les gens s'informent sur comment fonctionnent les banques. Les banques font ce qu'elles peuvent. Elles mettent la main à la poche pour une inclusion financière, pour une éducation financière. Un client endetté, il ne sera plus en phase ou bien en situation de pouvoir tracter avec la banque, car il est endetté. Au Sénégal, d'après les études, les fonctionnaires et la classe moyenne sont les plus endettés. D'où l'importance de les accompagner et de les sensibiliser. Le consommateur ou le client n'est pas assez outillé pour faire face à la diversité, à la technicité et à la complexité des produits et des services proposés par les services financiers. Et c'est pour cela, bien sûr, que l'Observatoire de la qualité des services financiers a proposé un programme très large annuel d'éducation financière. Ces sessions de sensibilisation favorisent l'adoption des bonnes pratiques chez les clients pour éviter les risques de surendettement, mais aussi de proposer des solutions appropriées visant la prévention du risque de surendettement et des impayés. Ces dernières années, nous assistons à un véritable boom économique grâce notamment à l'utilisation des produits digitaux. C'est un secteur en perpétuelle mutation et Dakar abrite le 5e Forum national sur le développement des services à valeur ajoutée au Mokalsoum Sall pour le compte-rendu. Des services financiers digitaux, des objets connectés, de l'intelligence artificielle, autant de fonctionnalités innovantes dans l'écosystème numérique. Des avancées qui nécessitent un encadrement continu. Ces innovations technologiques majeures de l'écosystème numérique ont engendré de nouveaux modèles d'affaires, des enjeux et problématiques tels que l'inclusion financière, la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la promotion du savoir-faire et du contenu local. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un cadre de co-régulation proactif, incitatif et efficace pour une meilleure prise en charge des acteurs innovants. Parmi ces acteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les start-up. Ce forum est un cadre de partage d'expériences sur ces innovations. Pour cette 5e édition, les échanges vont porter sur 2 tendances de l'économie digitale, le streaming et le e-commerce. Là où le sujet aujourd'hui qui nous réunit est intéressant, c'est qu'on parle de contenu. Et le contenu a toujours tiré le marché du numérique en général, parce qu'au-delà des infrastructures, il s'agit effectivement de données, il s'agit de la voix ou il s'agit de vidéos. Et dans toute cette transformation aujourd'hui, les défis et les challenges qu'on a en tant que pays sont des défis réglementaires, parce qu'il faut savoir anticiper aujourd'hui tous ces changements et qui vont permettre l'éclosion de nouveaux talents, c'est-à-dire l'écosystème d'acteurs, l'écosystème de start-up qu'on va mettre dans un environnement où ils pourront notamment exprimer tous leurs talents. Parce qu'il constitue un moteur de développement économique et un générateur d'emplois, le secteur des communications électroniques occupe une place prioritaire dans les politiques publiques. C'est d'ailleurs dans le cadre de la valorisation de ces acteurs innovants
qui ont un effet d'entraînement sur l'économie nationale que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a promulgué, comme vient de le rappeler, en 2020, comme vient de le rappeler Modou Mamoun, la loi relative à la création et à la promotion de la start-up au Sénégal, communément appelée la Start-up Act, afin de faire émerger des champions nationaux du numérique. Nous avons au Sénégal aujourd'hui un socle assez solide par rapport aux infrastructures de télécommunications, grâce aux investissements des opérateurs de télécommunications, mais aussi de l'État. Mais pour utiliser pleinement ces infrastructures, nous avons besoin de services adaptés, utiles aux populations, pour qu'il puisse y avoir un retour sur investissement pour les opérateurs, mais aussi une émulation de l'écosystème du numérique afin que d'autres services puissent se développer. Au sortir de cette journée de réflexion, il est attendu des recommandations visant l'épanouissement des acteurs et l'amélioration de l'offre de services pour l'intérêt du consommateur. Et au cours de cette réunion 2.0, la RTP a annoncé que la 5G sera disponible au Sénégal en 2023. Les opérateurs ont déjà expérimenté des phases pilotes. Je vous propose d'écouter le directeur de la RTP, Abdouli. Je voudrais rassurer l'opinion publique pour faire comprendre que le Sénégal sera au rendez-vous. Le Sénégal est déjà au rendez-vous. Les travaux sont en train de se faire au niveau de la RTP, au niveau de l'ensemble des départements ministériels concernés, de façon inclusive. Et très rapidement, donc, un cahier des charges sera produit pour que le lancement commercial de la 5G se puisse faire en 2023, Inch'Allah. Je tiens également à dire que un certain nombre d'opérateurs ont déjà lancé des phases pilotes sur la 5G un peu partout au Sénégal, notamment à Dakar, pour éprouver le concept, pour faire de sorte, en tout cas, que nous puissions, que le Sénégal puisse, comme il l'a toujours été, être une des locomotives du développement du numérique dans la sous-région. Mais la 5G demande aussi un environnement mûr et mature, parce que la 5G va développer l'industrie. L'industrie peut tirer la 5G comme la 5G peut tirer l'industrie. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans le bon timing. Je pense que nous sommes dans le bon timing et très rapidement, en tout cas, le lancement commercial de la 5G se fera. Et on se quitte sur cette note. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais restez avec nous dans quelques instants. Le journal en Wolof qui vous sera présenté par Ali Sek.